Bonjour, donc c'est la suite des histoires pour Marie, le livre c'est L'huissier et pour jeudi. On en était justement où Thomas venait de se lever et il entend une grande coup de sonnette à la porte. Et aujourd'hui il est très nerveux, donc il s'en va ouvrir. Alors, et c'est toujours des histoires pour Marie. Donc à ces mouvements contraires, Thomas reconnaît qu'il est nerveux. Rien d'étonnant à ce que le coup de sonnette qui explose dans le silence de l'appartement lui fasse un trou au cœur. L'homme a un cartable comme un médecin, une petite barbiche. Il dit « Bonjour jeune homme, je m'appelle Fusain, huissier de justice. Puis-je parler à ton papa ou à ta maman ?» Il est affable. « Mes parents ne sont pas là. Ils m'ont dit de vous dire qu'ils n'ont pas l'argent et que vous preniez ce que vous voulez. » « Mais c'est ennuyeux, dit l'huissier en posant son cartable sur la table du salon. Il semble réfléchir. Il redresse d'un doigt une fleur qui a piqué du nez dans le vase où Thomas a flanqué sans eau le bouquet de tunettes. Puis, regardant par-dessus l'épaule de Thomas, il retrouve le sourire et dit « Ah, bonjour, monsieur Zellmayer, Fusain, huissier de justice. Je viens pour la redevance que vous n'avez pas payée. » Il a un air coquin, en agitant son petit papier blanc. Tunette, en jean et t-shirt blanc impeccable, bien peigné, fait son entrée dans le salon. Thomas n'a pas le temps de dire un mot. « Enchanté, dit Tunette en tendant la main. « Je suis content finalement que vous soyez là, pérore l'huissier. Vous savez, nous autres, nous n'avons aucun reproche à vous faire. Nous sommes là pour recouvrer l'argent qui est dû, pas pour juger ceux qui le doivent. » « Oui, bien sûr, dit Tunette, qui jette un bref regard dans la direction de Thomas. « Combien dois-je payer ?»« 250 écus, monsieur. »« 250 écus, rétorque l'autre sur le ton de celui qui vendrait un costume impossible. Vraiment pas cher, une bonne affaire. »« Oui, bien sûr, donnez-moi 2 secondes, dit Tunette, qui sort de la pièce aussi posément qu'il est apparu. Tunette revient avec des billets dans la main qu'il donne à l'huissier. L'huissier lui rend la monnaie, lui fait signer un reçu, fait claquer le fermoir de son cartable d'un air satisfait, et voilà, il est parti, non sans force politesse, à l'adresse de Thomas et de son soi-disant père. Tout redevient silencieux dans l'appartement. « Tu en as d'autres comme ça ?» dit Tunette en rigolant. « Je ne sais pas quand je pourrai te rendre l'argent, dit Thomas. Viens dans la cuisine. Tu as du café ? Non, je n'en bois pas. Il y a du lait, dit Thomas, qui en un clin d'œil dispose sur la table les éléments d'un honnête petit déjeuner. Écoute, dit Tunette en s'asseyant, 600 écus par mois pour la chambre et je ferai des courses. Ça te va ? Je ne comptais pas te faire payer, proteste Thomas. Je n'ai pas besoin de locataire. Tu es sûr demande Tunette, narquois. Non, dit Thomas en s'affalant sur une chaise en face de lui. Enfin oui, tu as raison. Je m'en sors plus, j'ai pas d'argent. Tunette boit une gorgée de lait et conclut. Tu as besoin d'argent et j'ai besoin de la chambre. On peut s'entendre. Il n'a pas fait d'autres commentaires. Quelle histoire, a-t-il répété, quand Thomas lui a donné les détails de la disparition de Marcel. Thomas pourrait très bien aller en classe, maintenant que l'étape huissier est gagnée. Il se sent de taille à affronter Madame Duvésy. Et s'il s'en tenait à sa première décision, et s'il s'offrait une journée d'école buissonnière? Il ne s'y est jamais risqué jusqu'à présent, se réservant comme un joker la possibilité de sécher pour cause de grippe. Rédiger un mot d'excuse ne présente pas de difficulté. Il pourra en écrire un double pour justifier l'absence de sa mère au rendez-vous fixée et la sienne. Il inventerait que sa mère est malade et qu'il doit rester avec elle, ou le contraire, lui malade et elle restant à son chevet. Oui, il écrirait ça. « Madame, veuillez m'excuser, je n'ai pu me rendre au rendez-vous que vous m'aviez fixé, car Thomas avait de la fièvre et j'ai préféré rester à son chevet. Veuillez agréer, madame, l'expression de mes meilleurs sentiments, Chantal Zellmayer. Il pourrait tomber réellement malade maintenant. Tunette serait là pour le soigner. » Thomas s'interdit aussitôt cette image. Il ne doit pas trop compter sur ce type.
Il constate tout de même que depuis la veille, l'appartement a changé. En apparence, rien ne détonne qu'il y a une seconde personne dans la maison. C'est invisible, c'est mieux, c'est tout. Pourquoi se le cacher? Thomas va dans le cabinet de toilette. Il tend la main vers le peigne et ne le trouve pas. Son œil se pose sur le coin du lavabo, où il a toujours sa brosse à dents et le dentifrice. Rien. Tunette a tout rangé dans la petite armoire à pharmacie. D'un côté, les affaires de Thomas, de l'autre, une trousse noire et un aftershave qui trône. Flambé d'énervement, Thomas remet le peigne et la brosse à dents et le dentifrice sur le lavabo. Il est chez lui. C'est d'une humeur massacrante qu'il claque la porte derrière lui au lieu de la refermer doucement, ce qu'il fait toujours. Il renonce à aller dire bonjour à Madame Rodoreda. Il a assez parlé pour aujourd'hui. Dans la rue, il marche droit devant lui. Il est encore en train de pester intérieurement quand il s'aperçoit qu'il marche derrière une silhouette connue. Granier. Décidément, il ne peut plus faire un pas sans le rencontrer, celui-là. Que faire? Il faut changer de trottoir, sinon l'autre va croire qu'il le suit. D'un autre côté, il faudrait savoir où il va. Granier dépasse le marchand de légumes. Thomas, qui prend soin de l'éviter depuis qu'il a sauvé son fils, s'arrête. « Salut, dit le marchand de légumes, je me demandais ce que tu devenais. »« Salut, dit Thomas en lui serrant la main. Dites, vous voyez ce type là-bas, après la camionnette, vous l'avez déjà vu? C'est un client, monsieur Granier. En ce moment, il achète des brocolis. Que des brocolis. Mais enfin, c'est un client. Oui, je le connais, pourquoi? Comme ça, il habite en face de chez moi. Ah bon, tu es sûr? Mais non, je crois qu'il a demandé qu'on le livre. Une fois, Diego, viens voir un peu. L'employé arrive. Un jeune mou, sans doute celui dont Madame Rodoreda a parlé. Diego, tu n'es pas déjà allé chez Monsieur Granier? Si, dit l'autre, sans s'animer pour autant. Il avait du monde pour le week-end, je lui ai porté des cajots de fruits. Il habite dans le passage la maison abandonnée avec les volets fermés. Je ne sais plus qui m'a demandé son nom l'autre jour, j'avais oublié. Elle n'est pas abandonnée s'il y habite, réplique le marchand de légumes. Il a peut-être peur des voleurs, je sais pas. Moi, répond Diego en repartant s'asseoir au fond de la boutique. Quel flemmard celui-là, dit le marchand de légumes. Bon, j'y vais, dit Thomas à présent tout ragaillardi. Tu ne veux pas des cerises, c'est les premières, et une petite laitue, et des avocats. Non, non, s'empresse de répondre Thomas. Oh, et puis, d'accord, merci beaucoup. C'est avec la fierté d'un chef de famille que, de retour chez lui, il met la salade, les cerises et les avocats dans le bac à légumes du réfrigérateur, qui n'en a pas vu tant depuis des années. Si je comprends bien, il n'y a plus qu'à aller chercher Marcel, dit Rémi Petiot en dépliant un petit mouchoir spécial pour essuyer ses lunettes. Madame Rodoreda les a invités à prendre l'apéritif. Thomas pense qu'elle avait envie de revoir Tunette et qu'elle n'a pas osé le demander directement. Elle a téléphoné aux Petiot qui sont passés le prendre, accompagnés des jumelles. Pierrette Petiot, qui vient d'accepter un deuxième whisky sous prétexte de tenir compagnie à Madame Rodoreda, et a écouté attentivement Thomas relater sa visite au marchand de légumes, ne partage pas le sentiment de son mari. Rien ne dit que Marcel se trouve dans cette maison. Je trouve bizarre que ce type fasse des allers-retours toute la journée, puisque c'est ce qu'il fait apparemment entre ici et le passage Bibesco. Je n'aime pas du tout ce qu'il a dit à Thomas, cette histoire de le dénoncer. Il a des choses à cacher, c'est évident. Je ne sais pas s'il faut continuer à vous mêler ou à nous mêler de ses affaires. Si c'est une franche crapule, nous ne faisons pas le poids. Et qu'est-ce que tu proposes, s'impatiente Rémi Petiot? Ce n'est pas clair ce que tu racontes. Il n'aime visiblement pas que sa femme boive trop d'alcool, et Thomas est d'accord avec lui. Pierrette Petiot parle de manière agressive à toute vitesse. Ce n'est pas un débit qui lui est naturel. Sans doute ne faut-il pas se précipiter, avance Madame Rodoreda, conciliante. Marcel est bien quelque part, et à tout prendre, je préférerais qu'elle se trouve près d'ici. Cet individu est en contact avec elle. Je vous le rappelle, puisqu'il a prévenu. Comment les appelles-tu, Thomas? Les ricots?
Mais il est vrai également, et j'en suis d'accord avec vous, Pierrette, ce granier est à manipuler avec précaution. Il n'est pas commode. Au fond, on n'en sait rien, réplique pensif Rémi Petiot, ses lunettes à la main. Envoyons une lettre anonyme à la police, l'interrompt sa femme. Des regards ennuyés accueillent cette proposition incongrue. Thomas commence à craindre que la discussion tourne mal, mais Camélia crée une diversion. Je n'aime pas ton livre, dit-elle en s'approchant de la table et en posant un album de Benjamin Rabier sur les genoux de madame Rodoreda. Moi je l'aime bien, s'écrie sa sœur d'une petite voix pointue. On les a installés sur une pièce de divan dont Thomas a appris à cette occasion qu'on appelle ça une méridienne. Tu n'aurais pas un Tintin, insiste Camélia. Dans un instant, elle va dire « Je m'ennuie » et « On rentre ». Mais bien sûr, ma chérie, excuse-moi, Thomas, va dans ma chambre, dans la bibliothèque, derrière la porte. Tu devrais trouver « On a marché sur la lune ». Esther me l'a offert en 1969. Thomas, tout en s'étonnant qu'il exista déjà des Tintins en 1969, obtempère et sort dans le couloir. Il sait que la chambre de la vieille dame se trouve exactement au-dessous de la sienne. C'est le même appartement, sauf que madame Rodoreda a abattu une cloison pour se faire un salon plus vaste, mais il n'est jamais rentré. La porte est toujours fermée. À son grand étonnement, il découvre une pièce ravissante. Le lit est recouvert d'un joli édredon rose. Il y a une bibliothèque, certes, mais dissimulée dans un renfoncement et de proportions raisonnables. Il reconnaît la tranche jaune du Tintin entre deux gros livres d'art. Sur l'étagère supérieure, posé sur d'autres épais volumes, un ouvrage plus mince l'attire, dont le titre est MacGyver. Il rapporte les deux livres au salon. Camélia prend celui qui lui est destiné et va rejoindre sa sœur sur la méridienne. Elle commence par refuser de partager le Tintin, mais leur père intervient. « Est-ce que je peux vous l'emprunter pour une fois » dit Thomas à madame Rodoreda, qui chausse ses lunettes pour déchiffrer le titre. « Ah, mais c'est pour toi, je l'ai commandé. Je voulais mettre un papier autour pour que ça fasse cadeau, mais j'ai pas eu le temps. » Pierrette Petiot tend le bras et se saisit du livre. Thomas a peur qu'elle dise une bêtise, qu'elle n'aime pas MacGyver ou que Richard Dean Anderson joue mal, mais elle sourit. Il n'est pas mal ce garçon. À propos, dit madame Rodoreda, comment va ton locataire ? Parier avec soi-même n'a jamais enrichi personne, mais Thomas est assez content d'avoir deviné qu'elle s'était prise de sympathie pour Tunette. Quel locataire, s'étonne Rémi Petiot ? Thomas n'a pas envie d'en parler. Madame Rodoreda répond à sa place. Un étudiant turc, charmant. Il est sympa, bougonne Thomas. Il a envie de s'en aller. Il a vu trop de monde ces temps-ci. Granier a bien un autre domicile, passage Bibesco. Ce n'est pas une maison abandonnée, comme l'a dit l'employé du marchand de légumes. C'est un vieux pavillon, dont seuls les volets du rez-de-chaussée sont fermés, comme beaucoup d'habitations dans le quartier, par crainte des cambrioleurs, et on voit l'électricité briller à travers. Tunette a suivi Granier discrètement, est passé devant la maison, puis a continué son chemin et il est ressorti à l'autre bout de l'allée qui donne avenue Saint-Cyr. Il a une clé, il n'a pas frappé ni sonné, précise Tunette, qui vient de rendre compte de ses repérages à Thomas et à madame Rodoreda. Ils ont entrepris de camper chez elle dès 9h ce matin pour voir Granier partir. Tunette n'a plus eu qu'à dégringoler un étage. Ils vont maintenant attendre que Granier revienne et ils se rendront là-bas. En général, selon les renseignements d'Esther, il reste environ 1 heure dans son appartement. On est aujourd'hui samedi, mais il ne semble pas modifier ses habitudes le week-end. C'est Thomas qui a décidé de passer à l'action. Si Tunette n'avait pas voulu l'aider, il aurait demandé à Faton de suivre Granier. Si Faton avait refusé, il aurait demandé au marchand de légumes. Si le marchand de légumes, « Thomas, à toi de jouer, sois un peu à ce que tu fais, s'il te plaît. » Madame Rodoreda a demandé à Thomas de descendre des cartes. N'importe quoi.
ce qu'il avait sous la main pour meubler leur attente. Il n'a pu dénicher qu'un 1000 bornes et sa voisine a trouvé que ça ferait l'affaire. La partie se traîne. Chaque fois que Thomas pose une carte, 25 km/h, il a l'impression que le temps ralentit. Les cartes 200 km/h lui procurent un petit picotement agréable, éphémère il est vrai. Des coups légers dans la porte d'entrée les interrompent. Les choses sérieuses commencent. Ils jettent leurs cartes sur la table et Thomas constate que les deux autres sont aussi contents que lui d'arrêter la partie. Et voilà pour aujourd'hui. Merci.